Single file. Forward. March. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud? Bonsoir, nous sommes à New York, à Ground Zero, à l'endroit même où s'élevaient les tours du World Trade Center. 4 ans après, le 11 septembre 2001, l'Amérique n'oublie pas cette tragédie épouvantable. Et M6 a décidé exceptionnellement de diffuser ce soir un document, un film, qui retrace minute après minute la tragédie vécue par les passagers, les membres d'équipage du vol 11 de l'American Airlines. C'est le premier vol qui, un matin comme celui-ci, il y a 4 ans, jour pour jour, a percuté les tours du World Trade Center. Un document d'une grande sobriété, d'une grande qualité, tant et si bien que les familles des victimes ont accepté de témoigner pour ce document, pour l'histoire. Vous entendrez également des documents sonores très émouvants. Il s'agit des dernières conversations des hôtesses de l'air de ce vol avec la tour de contrôle de l'aéroport de New York. Vous entendrez également la voix du terroriste Mohamed Atta. Tout de suite, 11 septembre, à bord du premier vol. Au soir du 11 septembre 2001, le FBI est appelé à l'aéroport Logan de Boston pour examiner 2 bagages enregistrés. 2 valises qui avaient raté leur vol à bord d'un Boeing 767 en partance pour Los Angeles. Le propriétaire de ces bagages était Mohamed Atta, chef du groupe responsable des événements terribles de ce jour. Dans l'une des valises, le FBI fait une découverte surprenante. Parmi ses affaires, à côté de cassettes vidéo d'entraînement au pilotage et d'un petit exemplaire du Coran, il trouve 5 feuillets manuscrits en langue arabe. C'est une sorte de manuel du pirate de l'air qui contient une justification de l'attaque rédigée par ceux qui l'ont orchestrée. Purifiez votre âme de toute chose immorale. Oubliez complètement toutes les valeurs de ce monde. Bientôt va commencer une vie paradisiaque. Parmi les victimes des pirates de l'air en cette chaude matinée ensoleillée de septembre, il y a les passagers et l'équipage du vol 11 d'American Airlines, le premier des 4 appareils qui s'écrasera ce jour. Ce film est la reconstitution la plus détaillée qui ait été faite de la dernière heure du vol 11, de 7h46, moment où Atta prend place à bord de l'avion, à 8h46, instant où le Boeing 767 percute la tour nord du World Trade Center de New York. Une vision surprenante et nouvelle se dessine bientôt, montrant la précision avec laquelle les membres d'équipage envoient vers l'extérieur des renseignements importants sur leurs agresseurs. Leurs interventions sont de véritables actes de courage. Il ne reste que quelques passagers à embarquer. Dans 13 minutes, le vol 11 va décoller. Oui, je voulais pas que je vous aide. Non, ça va. Betty Hong possède une grande expérience en tant que membre du personnel de cabine. Elle n'était pas de service aujourd'hui, mais elle a préféré travailler pour pouvoir rejoindre sa sœur en vacances à Hawaï. Alors vous êtes un petit peu plus loin. Merci. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Bonjour. Amy Sweeney a 2 jeunes enfants et elle est mariée à Michael, officier de police dans le Massachusetts. Merci, je vous en prie. Amy adorait voler. Ça lui donnait la possibilité de faire ce qu'elle aimait, grâce aux horaires variables qui lui permettaient de passer plus de temps avec sa famille. Dès que nous avons eu des enfants, nous avons décidé qu'Amy ne travaillerait plus qu'à temps partiel pour pouvoir passer la plupart de son temps avec ses enfants et sa famille. Hydraulique. Contrôlé. Vérification port. Le copilote de l'appareil, Tom McGuinness, a 42 ans. Il est marié, il a 2 enfants. C'est un ancien pilote de l'Air Force. Appliqué. Enseigne passager. Sur Ron. Le commandant John Ogonowski a 52 ans. Il est marié, il a 3 filles. Volet. Vérification volet contrôlé.
Il aimait voler. Je dirais même qu'il adorait ça. Il avait beaucoup d'expérience comme pilote. 23 ans chez American Airlines, 7 ans dans l'Air Force. Et je dirais que c'était un homme particulièrement qualifié dans tout ce qui touchait à la mécanique. Il avait un don pour ça. Je t'appelle dès que j'en sais plus. Je t'aime. Ce matin-là, Patricia Massari, jeune femme de 25 ans, et son mari Louis viennent de découvrir qu'ils allaient peut-être avoir leur premier enfant. Elles se rendent de leur petit appartement du Queens à son bureau de la compagnie d'assurance où elle travaille, situé au 98e étage du World Trade Center. Louis aurait préféré que Patricia prenne un jour de repos, mais elle avait insisté pour aller travailler. Moi, je n'avais pas envie qu'elle aille à son bureau. J'aurais préféré qu'elle reste à la maison pour qu'on puisse annoncer la nouvelle à tout le monde. Ou bien aller chez un médecin pour avoir la confirmation. Je me fichais de ce qu'elle avait à faire. Ce matin-là, elle est partie encore bien plus tôt, parce qu'elle disait que le boulot qu'elle avait en retard à son bureau lui occuperait l'esprit et la calmerait toute la journée. C'est ce qu'elle voulait, aller au boulot plus tôt que d'habitude. En chemin, Patricia s'arrête pour acheter un test de grossesse, pour être bien sûre. Elle a prévu de rappeler Louis de son bureau dès qu'elle aura le résultat. American 53, tournez à droite au cap 200. Le centre de contrôle aérien de Boston régule l'un des trafics les plus denses du monde. Tout se passe bien? Ça va? Oui. Allez, sauve-toi. Mais le travail est un peu plus facile quand, comme aujourd'hui, le temps et la visibilité sont bons. Nord-Western 453, adaptez vitesse en fonction des turbulences. Dans 12 minutes, le vol 11 va décoller et entrer dans l'espace aérien des contrôleurs de Boston. Allez vous installer, je vous carte d'embarquement tout de suite. Les derniers passagers s'installent maintenant à bord du vol 11. Monsieur. Bonjour. Karen Martin, la chef de cabine, et Bobby Aristigui se partageront le service en première classe. Toujours la même place. Oui, monsieur, c'est tout au bout de cette allée, sur votre droite. Merci. Merci. Parmi les passagers se trouve Daniel Lewin, brillant créateur de logiciels informatiques en voyage d'affaires. Il est né en Amérique, mais est parti s'installer en Israël avec ses parents à l'âge de 14 ans. À peine 20 ans, il est devenu capitaine dans l'élite des services antiterroristes israéliens. Champagne ou jus d'orange, monsieur? Champagne. Il est assis juste devant l'un des pirates de l'air, Satam al-Sakami. Siège 14J, c'est tout au bout de l'allée sur votre gauche. Bonjour, 2J, juste là. Faites bon vol. Votre carte? Merci, c'est juste là. L'un des derniers passagers à embarquer est Mohamed Atta. Si vous voyagez par avion, avant de pénétrer dans l'appareil, faites une prière et des suppliques. Comme le prophète l'a dit, que la paix soit avec lui. Une action menée au nom de Dieu vaut tout ce qu'il y a de plus grand au monde. Quand vous pénétrez dans l'appareil et que vous gagnez votre siège, gardez en permanence Dieu à l'esprit. Bonjour, monsieur. Dieu a dit, ô toi le croyant, quand tu trouveras l'ennemi, frappe-le le premier et conserve Dieu constamment en toi. Il saura te faire triompher. Avec l'arrivée de Atta et celle de Aziz Al-Amari, les 5 pirates de l'air sont à présent en position. Dans la partie avant de l'appareil se trouvent les frères Walid et Wael Al-Shari. Walid a une vue directe sur la porte du cockpit. Ce qu'ils venaient d'entreprendre était une mission militaire. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient rassemblé assez d'informations, avaient fait suffisamment de vol-tests. Tout ce vers quoi ils avaient tendu ne visait qu'à s'approcher au plus près de leur objectif. Le choix de leur place est crucial. Les frères Al-Shari sont assis au premier rang, sur la gauche, en début d'allée. En ce qui concerne Atta et Aziz Al-Amari, ils sont installés sur la droite de l'allée, emplacement clé.
Quant à Al-Sakami, il est placé totalement à gauche de l'allée, plus au fond. À la station de métro Fresh Pond dans le Queens, Patricia Massari prend la ligne M qui l'amène à Manhattan. Son voyage va l'amener à travers la banlieue anarchique du Queens, puis sous terre jusqu'au cœur financier de New York, tout près de Wall Street. American 11 prêt à être dirigé en position de décollage, piste 9. Quand l'appareil commence à bouger, même légèrement, récitez les versets du Coran. Parce que vous vous déplacez pour Dieu Tout-Puissant. Alors soyez attentifs à ce voyage. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons effectuer les démonstrations de sécurité du 767. Pour attacher votre ceinture, insérez la fixation métallique dans la boucle. Il est évident que les hôtesses ont dû à un moment donné échanger quelques mots avec les pirates de l'air. Pour l'évacuation de l'appareil en cas d'urgence. Mais les 5 hommes ont sûrement été entraînés à jouer le jeu et à ne rien faire qui puisse éveiller les soupçons. Évitez d'avoir l'air troublé. Ne présentez pas de signes de nervosité ou de tension. Soyez heureux, optimiste, calme. Parce que vous avez entamé une action que Dieu aime et va accepter. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Tirez sur un masque, placez-le sur votre visage et respirez normalement. Montre un visage souriant à la souffrance, jeune homme, car tu prends le chemin du paradis éternel. Enfin, nous vous conseillons de lire attentivement les consignes de sécurité placées dans la poche du siège qui est devant vous. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs fidèles. Il les protège en facilitant leurs tâches et en leur apportant réussite et victoire. Récite cette supplique. Ô Seigneur, empêche-les d'avoir une vision à long terme afin qu'ils ne voient rien. Tandis que le vol 11 attend l'autorisation de décoller, Mohamed Atta passe son dernier coup de téléphone. Salam alaikum. Personne ne sait ce qu'il dit au cours de cet appel qui dure moins d'1 minute. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il contacte Marwan al-Shahi, le chef des pirates à bord du vol United Airlines 175, qui gagne la piste d'envol à quelques centaines de mètres de là. Le vol United Airlines 175 qui devait se rendre à Los Angeles, mais qui a percuté la tour sud du World Trade Center. Atta et Al-Shahi étaient devenus amis intimes au cours de la préparation de l'attaque, et peut-être se disaient-ils adieu avec cet appel. Mais il se peut aussi qu'ils se soient confirmés mutuellement que l'attaque des tours jumelles avait bien commencé. Tour de contrôle, American 11 prêt à gagner piste 25 pour décollage. Qu'est-ce qui a pu conduire Atta et ses acolytes à mettre sur pied et à exécuter de sang-froid une telle attaque? Et qu'est-ce qui a pu décemment la justifier? La réponse à ces deux questions ne se trouve pas dans l'islam, mais dans une série d'anciennes croyances suivies seulement par une minuscule secte d'islamistes radicaux. Il existe une autre secte périphérique, je dirais une autre faction, qui se fait appeler les salafistes. C'est l'islam de nos ancêtres. Aujourd'hui, à l'intérieur du salafisme, seule une minorité de membres déclare que le seul moyen de faire passer ses idées sont la force et la violence. Ce sont les partisans du djihad. Les partisans du djihad se considèrent comme des combattants sacrés qui envisagent tout acte meurtrier, quel qu'il soit, comme justifié, dans la mesure où il est commis au nom de Dieu.
Ils se seraient de toute façon écrasés, quelle que soit l'origine des passagers. Ils avaient une mission à remplir. Les pirates de l'air représentent une aberration. Et une aberration dans la religion islamique, c'est une interprétation extrémiste d'une doctrine salafiste. Et malheureusement, ces hommes sont manipulés, exploités et entraînés à devenir des armes. Si tous les passagers de l'avion avaient été des musulmans convaincus, cela n'aurait rien changé. La seule chose qui compte, c'est leur idéologie, leur conception de ce qui est bien, et dans ce cas, ce qui est bien, c'est ce qui leur a été dicté. American 11 Heavy, vente de secteur Est, 10 nœuds, autorisation décollage, piste 09. Roger, tour de contrôle. American 11, autorisation de décoller, piste numéro 09. Fermé. Fermé. Et enfin, l'appareil décolle. C'est le moment où les deux groupes vont être réunis. Souvenez-vous des paroles de Dieu quand il a dit « Ô Seigneur, puisses-tu nous armer de patience, nous rendre inébranlables et nous accorder la victoire sur les infidèles. » Priez pour vous-même et pour vos frères, afin qu'ils puissent réussir, qu'ils parviennent à toucher leur cible. Demandez à Dieu de faire de vous des martyrs affrontant l'ennemi pour ne pas risquer de fuir et de vous accorder également la patience et le sentiment que tout ce qui vous arrive, vous le subissez en son nom. Patricia Massari arrive à la station de métro Fulton Street à Manhattan. Elle a 5 minutes de marche depuis la station jusqu'à son bureau du World Trade Center. Elle descend à Fulton Street, elle remonte à la surface, et ensuite elle marche tranquillement jusqu'à la tour elle-même. Et enfin, elle monte au 98e étage. Elle adorait les gens avec lesquels elle travaillait. Elle se faisait des amis facilement. Et on peut dire que son métier, c'était un petit peu comme un prolongement de sa vie personnelle. Elle me racontait ses petites histoires, et j'étais content quand elle revenait du travail et qu'elle me racontait sa journée. Patricia achète son petit déjeuner habituel, sûrement un bagel avec un café noir. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. À demain. Tandis que le vol 11 grimpe pour prendre son altitude de croisière, les préparatifs de l'attaque commencent. Mesdames et messieurs, le commandant vient d'éteindre le signal lumineux de consigne de sécurité concernant la ceinture. Vous pouvez vous déplacer. Cependant, Les armes introduites à bord par les terroristes ne sont que des couteaux, ou éventuellement des outils du quotidien, possédant des lames rétractables. Selon la procédure habituelle, le personnel de cabine a tiré les rideaux séparant les diverses classes de voyageurs, empêchant ainsi Atta et Al-Shahi de se voir et d'avoir une vision directe des lieux. À quelques minutes de l'attaque, Atta a sûrement exhorté ses hommes à se tenir prêts, physiquement et psychologiquement, de façon à franchir le point de non-retour. Bismillahirrahmanirrahim. Vous devez particulièrement bien affûter votre couteau pour ne pas mettre l'animal mal à l'aise durant l'abattage. Rappelez-vous les paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous imaginiez le combat avant de vous y engager. À présent, vous allez le voir de vos propres yeux.
L'un des terroristes doit toutefois avoir sur lui d'autres armes, dont certaines peuvent ressembler à une bombe, telle une boîte noire reliée à des fils électriques rouges et jaunes. Est-ce une vraie bombe? Ou est-ce un leurre destiné à désamorcer toute éventualité de contre-attaque de la part des passagers et de l'équipage? United 28, tournez à droite, cap 230. FedEx 3601, maintenez Mach 08 ou plus. United 28, montez à 13 000 pieds. American 11 Heavy, Boston Control, Roger. Montez et maintenez le niveau 280. American 11, Roger, niveau 280. Autorisé à décoller, piste 05. Tandis que le vol 11 poursuit son ascension, les pilotes doivent toujours porter leur harnais dans leur cockpit bruyant. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'être assis dans un cockpit, c'est être installé devant tout le monde, attaché en position vulnérable. Vous êtes donc dans une situation désavantagée par rapport à toute personne arrivant derrière vous. En particulier si cette personne est extrêmement déterminée à vous faire du mal. American 11 Heavy, montez, maintient le niveau 290. Niveau 290, American 11. Je suis sûre, il essaie de me draguer pour faire son intéressant. Ah d'accord, Qu'est-ce que tu fais? Je l'en mettrai à sa place. American 11, vous devez avoir un trafic à 2 heures à 20 000 au sud-ouest en approche. Vous tournez donc de 10 degrés sur la gauche. American 11, 10 degrés sur la gauche. Oui, je te suis. L'affrontement commence. Battez-vous comme des champions qui ne veulent plus appartenir à ce monde. Criez Allahu Akbar, parce que cela engendrera la peur dans le cœur des non-croyants. Dieu a dit frappez-les en haut du cou, frappez toutes leurs extrémités. FedEx 3258, contactez Boston Control au 125 décimal 57. FedEx Heavy, Roger, 125 décimal 57, je vous remercie. Bonne journée. American 11, tournez à droite de 20 degrés. American 11 Heavy, 20 degrés à droite, Roger. Soit les pilotes ont été tués immédiatement, soit on les a empêchés de contrôler l'appareil. À un moment, au cours de l'attaque, une des hôtesses, Amy Sweeney, déclare avoir vu ce qu'elle pensait être une bombe sur l'un des pirates. Ensuite, un gaz incapacitant ou du gaz moutarde est pulvérisé en cabine sur les premiers passagers. Puis les 5 pirates se sont barricadés à l'intérieur du cockpit. Plus personne à bord ne les voit ni ne sait ce qu'ils vont faire. Les passagers de première et de classe affaires sont évacués vers la classe économique par le personnel de bord. Essayez de garder votre calme. Oui, ça va. American 11 Heavy, vous allez monter et vous maintenez le 350. United 28, vous gardez votre niveau et vous tournez au 360. American 11, vous montez et vous maintenez le 350. United, Roger. Vous tournez. American 11, Boston. La perte du contact radio avec un appareil est un événement rare. C'est généralement le résultat d'une défaillance matérielle. C'est toujours une cause d'inquiétude. Echo Romeo 79 Lima, comment me recevez-vous? Je vous reçois 5 sur 5. American 11, Boston.
À bord du vol 11, on soigne les blessures de Karen Martin et de Bobby Aristigui, à l'intérieur ou à proximité de la cuisine. On peut dire que ce sont les premières victimes du 11 septembre. Je pense que c'est les membres d'équipage qui ont été les premiers agressés. Ça ne fait aucun doute. Quand les pirates de l'air ont décidé de passer à l'action, ils ont agi avec violence, bénéficiant de l'effet de surprise. Ils ont été clairs tout de suite, précisant qui ils étaient, pourquoi ils étaient là et qu'ils ne discuteraient pas. Malheureusement pour les passagers et l'équipage du vol 11, Daniel Lewin a été poignardé dès le début par le pirate assis juste derrière lui. Lewin était pourtant celui qui aurait été le plus à même de tenter de s'opposer à l'attaque. Mais cet ex-membre des commandos israéliens est à présent gravement blessé. Il a une plaie béante à la gorge. À mon avis, si le passager Daniel Lewin a été attaqué, c'est pour l'une des deux raisons suivantes. Soit il se trouvait dans l'allée au moment où Al-Sakami, qui était assis derrière lui, décidait de passer à l'action. Lewin le gênait pour rejoindre les autres terroristes et il l'a frappé pour faire un exemple aux yeux des autres passagers. Soit Daniel Lewin avait décidé d'intervenir et était lui-même passé à l'action. Peu de temps après que le contrôleur aérien de Boston ait perdu le contact avec le vol 11, son transpondeur est coupé. Le vol 11 ne transmet plus aucune information concernant son identité ni son altitude. Tout ce qui reste, c'est une signature radar montrant la position de l'appareil. American 11. American 11, sur cette fréquence, comment me recevez-vous? La perte des données du transpondeur est très sérieuse, mais le contrôleur sait forcément grâce au radar que l'avion concerné reste apparemment toujours en vol. Si tout se passe comme prévu, chacun rassuré et confiant pourra donner une tape amicale à l'autre. Rappelez à vos frères que cette action est menée au nom de Dieu Tout-Puissant, sinon qu'ils entonnent des chants pour retrouver le moral, comme le faisaient les êtres pieux de la première génération en se lançant dans les combats. Le pilote automatique déconnecté. L'appareil est maintenant sous le contrôle total de Atta et des 4 autres pirates de l'air. Le moment précis où les pirates ont commencé à piloter seuls l'appareil reste encore un mystère. L'un des scénarios possibles est qu'ils ont pu obliger l'un des deux pilotes à amener l'appareil aux abords de New York, sans révéler leurs intentions. Si je me laisse aller à imaginer la succession des événements, je dirais que ce sont les pilotes qui sont restés aux commandes de l'appareil. Tout au moins jusqu'aux abords de New York, au moment du survol du fleuve Hudson. Il semblerait toutefois que les pirates de l'air aient pris possession de l'appareil quelque part au-dessus de l'Hudson, à un endroit d'où ils pouvaient voir les tours à courte distance, parce qu'on peut penser que leurs compétences n'étaient peut-être pas suffisantes en dépit de leur entraînement au pilotage. Patricia Massari arrive au World Trade Center Plaza. Quand elle atteint son bureau, tout là-haut dans la tour nord, elle a l'intention d'utiliser son test de grossesse. Le test fait, elle espère être en mesure d'abattre une grosse quantité de travail. American 456, reprenez votre vitesse normale. American 11, si vous recevez Boston Control, faites ident ou bien accusez réception. Vous pouvez vous poser sur piste numéro 12. American 11 pour Boston. American 11. Entendu. Bon. Le personnel de cabine s'organise en équipe pour faire face aux diverses urgences qui surviennent à bord et pour faire parvenir au sol le plus de renseignements sur la situation.
si ce ne sont pas eux qui pilotent l'appareil, en tout cas, ils Les ont... hôtesses collectent une quantité de détails à travers tous les documents disponibles pour essayer de connaître plus précisément l'identité des pirates. Il faut chercher. Oui, d'accord. Mais en attendant, retournez à vos postes. Autorisation décollage piste 3. American 11, si vous entendez Boston Control, recontactez Boston Control sur 127,82. Je répète, sur 127,82. United 8, piste 3. Malgré tout ce qui s'est passé, le personnel de cabine ne cesse d'essayer de reprendre contact avec le cockpit. Excusez-moi, je pourrais savoir ce qui se passe. Soyez gentil, monsieur. Veuillez regagner votre place. Mais le gaz projeté dans la cabine avant rend la respiration difficile. Et toutes les communications intercom avec le cockpit restent sans réponse. Betty Hong est la première à tenter d'appeler le sol. Elle compose le numéro du service réservation de American Airlines. Au départ, elle va avoir des problèmes avec ce qui paraît être une mauvaise communication, suivie d'une série de malentendus. Je suis affectée à la 3e cabine et le cockpit ne répond pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Betty confond l'identification de son vol et répond 12, qui était son vol de retour de Los Angeles vers Boston. Il n'y a toujours aucune réponse. Amy Sweeney va faire elle aussi la même erreur, ce qui laisse à penser que les hôtesses communiquent dans la précipitation. Ils veulent revenir et je t'avoue que je ne sais plus ce que je dois faire. Essaye encore de les appeler. L'attaque s'est déroulée tellement vite que personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé dans le cockpit. À quel endroit êtes-vous assise? Madame, où êtes-vous assise? Je ne sais pas, nous venons de... Okay, I'm in my jumpsuit right now. Okay. At 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What is your name? You're going to have to speak up. I can't hear you. Sure. What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Can you describe the person that you said someone is what in business class? Moi, je suis assise à l'arrière de l'appareil. Une de mes collègues revient vers moi. Ne quittez pas. Mademoiselle, oui, je Au reviens. cours de ces conversations avec le sol, Betty est interrompue par d'autres hôtesses qui semblent réagir conjointement, comme des relais, pour se tenir en permanence au courant de ce qui se passe à l'avant. Non, personne n'est encore sorti. Amy Sweeney fait encore une tentative pour entrer en contact avec le cockpit. Dix minutes après s'être emparés de l'appareil, les pirates décident que l'heure est venue de s'adresser aux passagers. Mais ils se trompent de bouton, et leur annonce est faite directement au sol. American 11, Boston. Autorisation d'alignement, piste numéro 3. United 175, Boston Control, vous me recevez quelqu'un? United 175, retour Boston Control. Est-ce qu'American 11 essaye de vous contacter? United 175. Aucun contact, Boston Control. Nous contrôlons des avions. Stay quiet and review field. You are turning to the airport. Au départ, les contrôleurs n'ont pas entendu la phrase « Nous contrôlons des avions ». Et pourquoi est-ce que vous nous appelez ici? American 11, vous nous contactez? Ils demandent immédiatement à réentendre l'enregistrement de la conversation. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. Il faut appeler du secours. Je m'en occupe. Les contrôleurs de Boston informent leur chaîne de commandement qu'ils pensent que le vol 11 vient d'être détourné. On a la quasi-certitude que personne à bord de l'appareil n'a entendu le message des pirates. Amy Sweeney se dirige vers l'un des appareils téléphoniques situés à l'arrière
Il fonctionne avec une carte de crédit et il est possible qu'elle ait emprunté une carte au passager le plus proche. Il n'existe aucune trace de débit depuis une carte de crédit sur les comptes de Betty ou de Amy. Aurait été au 10B, au 9D et au 9G. Allô, compagnie American Airlines, aéroport Logan. Ici Amy Sweeney. Moi, je travaillais dans mon bureau et je venais d'entendre une des femmes qui travaillait à côté de moi dire à haute voix « Quoi, comment ça, une hôtesse aurait été poignardée ?» Compagnie American Airlines, aéroport Logan. Ici Amy Sweeney. Écoutez-moi attentivement. Je suis sur le vol 11 et l'appareil est en train d'être détourné. J'ai les numéros de siège de 3... À ce moment-là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Amy, c'est Michael Woodward, qu'est-ce qui se passe ?» Michael, cet appareil est en train d'être détourné. Après m'avoir dit qu'on était en train de détourner l'appareil, elle m'a donné des renseignements. J'ai les numéros de siège de 3 des pirates de l'air. Elle m'a donné les numéros des réservations qu'ils avaient. 9D, 9G et 10B. Au fur et à mesure que je notais les numéros des sièges, mes collègues entraient ces renseignements dans l'ordinateur, ce qui nous donnerait le nom de ceux qui avaient ces réservations. Et nous avons sorti le nom de Mohamed Atta. Le temps de la journée, il y a des turbulences. À ce moment-là, le vol 175 d'United Airlines a lui aussi décollé. Les 5 pirates de l'air qui sont à bord ne sont pas encore passés à l'action. Le voyage sera plus tranquille, ça va nous reposer. À bord du vol 11, Betty Young explique que malgré les risques encourus, le personnel de cabine a tenté au moins une fois de pénétrer en force dans le cockpit. Mais est-ce que vous savez au moins ce qui se passe dans le cockpit? Je répète, ils se sont tous enfermés. Non, je ne peux pas vous en dire plus. Betty Young et Amy Sweeney sont maintenant l'une à côté de l'autre et transmettent au sol un maximum de renseignements sur les pirates. Amy et Betty essayaient de nous transmettre des renseignements et pendant que je parlais à Amy, elle demandait à Betty si elle avait vu ou appris quelque chose. D'une certaine manière, elle travaillait en tandem pour nous faire parvenir des informations. Je vais voir. De toute évidence, si maintenant les pirates de l'air ont la maîtrise du cockpit, c'est le personnel de cabine qui possède en revanche le contrôle du reste de l'appareil. Je crois que ce qui nous a tous impressionnés, c'est le calme dont elle faisait preuve, tout en essayant de transmettre des renseignements le plus rapidement et le plus précisément possible. Je sais, pour avoir été hôtesse chez American Airlines, qu'elles appliquaient toutes les procédures pour préparer au mieux un atterrissage et pour assurer la sécurité de tous les passagers à bord. Ce n'est qu'une procédure d'urgence médicale. Jusqu'à ce 11 septembre 2001, le personnel de cabine était formé en cas de détournement aérien à parvenir à maintenir le calme parmi les passagers. C'est l'ordinaire et je vous assure que tout va s'arranger. Les hôtesses masquant la vérité expliquent qu'il ne s'agit que d'une urgence médicale. Il est même possible que les passagers qui ont été évacués des classes affaires et premières et qui ont été témoins de l'attaque jouent le jeu afin d'éviter tout mouvement de panique. Je vais le faire. Amy Sweeney explique à Michael Woodward que les efforts des hôtesses semblent bien marcher. Excuse-moi une seconde. Ce qu'elle me disait, c'est que tous les gens dans cette partie de l'appareil étaient très calmes. Que personne ne se doutait, enfin ces gens-là en tout cas, que l'avion était en train d'être détourné par des pirates de l'air. À l'arrière, il n'y avait pas non plus de cris, il n'y avait aucun... Enfin, tout était très calme. Calme, ça veut dire qu'il n'y avait aucun brouhaha, ni aucun bruit excessif. Seulement, de toute évidence, elle était très inquiète. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, il s'agit d'une procédure d'urgence médicale. Jusque-là, le vol 11 navigue sur une route direction nord-nord-ouest. Mais d'un seul coup, les pirates exécutent un virage dangereux à 100 degrés sur la gauche. À présent, l'appareil met cap au sud, suivant de façon imprévisible le fleuve Hudson, qui se dirige droit vers la ville de New York.
personne ne bouge, merci. Going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. Mais qu'est-ce que c'était? Le message est non seulement capté par les contrôleurs aériens, mais également par le vol United Airlines 175 qui va, lui, être détourné dans 6 minutes. Après avoir fait son test de grossesse, Patricia Massari appelle son mari pour lui annoncer la nouvelle. C'est positif. Elle est toute excitée. Salut. Mais aussi un peu nerveuse. Oui, je viens. Elle m'appelait toujours quand j'étais à la maison mes jours de repos pour me dire qu'elle était bien arrivée au bureau aux alentours de 8h40. Ses premières paroles furent comme d'habitude pour me parler de ce qu'elle ressentait. Ensuite, elle m'a demandé ce qu'on allait faire parce qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui nous arrivait. Oui, c'était énorme, enfin bouleversant pour moi. On fait un autre virage serré. On change encore de direction. Le vol 11 vient de refaire un autre changement de trajectoire dangereux, sûrement consécutif à l'inexpérience des pirates. Les contrôleurs aériens de Boston demandent au vol 175 de la United s'ils aperçoivent le vol 11. Regardez devant vous. Regardez à midi ou 1 heure à environ 10 000 au sud pour voir si vous apercevez un 767 d'American Airlines de ce côté-là. Oui, je le vois. Affirmatif, nous l'avons en visuel. Il est à environ 20, 29 ou 28 000. United 175, tournez à droite, tournez de 30 degrés sur votre droite pour éviter de vous trouver sur sa route. Les contrôleurs de Boston décident à ce moment d'enfreindre le protocole officiel et d'appeler directement les forces militaires. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys we need someone to scramble some 16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Il va falloir encore attendre 9 minutes avant que des chasseurs ne décollent. Par cette matinée sans nuages, les tours jumelles sont bientôt parfaitement visibles. Betty Hong et Amy Sweeney déclarent toutes les deux à leurs correspondants que l'appareil subit de violentes secousses. Les pirates exécutent toutefois une autre manœuvre terrifiante. Une plongée brutale et totalement incontrôlée. Michael, on vient d'amorcer une descente rapide. Elle commençait à avoir peur. Chez une hôtesse, l'utilisation du mot rapide signifie que tout vient de s'accélérer et que les choses se passent vraiment très vite. Oui, elle ne l'utilise qu'en cas d'énormes turbulences, quand le vol est chaotique et qu'elles sont particulièrement secouées. À ce moment-là, elle a commencé à avoir vraiment peur. United 256, fréquence 2,90, décimale 92. Le vol 11 vient à l'instant d'entrer dans l'espace aérien géré par les contrôleurs de New York. United 175 fait état de la mystérieuse communication radio entendue quelques minutes plus tôt. New York United 175, Eddie. United 175, j'écoute. On a préféré attendre d'être sous votre contrôle pour vous faire part d'une communication suspecte qu'on a entendue au départ de Boston. Quelqu'un a ouvert un micro et a dit que tout le monde reste à sa place. Roger, je fais circuler l'info. Terminé. Kingston 93. United 175 vient de prendre ma fréquence. Il m'a dit avoir entendu une communication suspecte au moment de quitter Boston. Que tout le monde reste à sa place. C'est une communication suspecte qu'il aurait captée. Je vous tiens au courant. C'est la toute dernière communication vocale reçue du vol United 175. L'attention des contrôleurs étant bien évidemment concentrée sur le détournement du vol American 11. Contrôle, où est-ce qu'il se situe par rapport au 583 maintenant? Il est à peu près à 9 h à environ 20 000. On dirait qu'il se dirige vers le sud, mais on n'a pas de transpondeur. Non, il n'y a rien. Personne ne peut leur parler. À Manhattan, l'heure de pointe atteint son apogée. Plus d'1 million de véhicules venant de banlieue traversent les ponts et s'engagent dans les tunnels pour atteindre une île qui ne fait que 20 km de long.
Si vous considérez que l'ennemi est puissant, souvenez-vous des groupes formant la coalition qui était censée trouver le prophète. Ils étaient 10 000. Mais rappelez-vous comment Dieu a accordé la victoire à ses serviteurs fidèles. Oui, ils étaient assis au 2A et 2B. They were sitting in 2A and B. Oui. They are in the cockpit with the pilot. Oui, ils y sont. Un avion volant à proximité venait de recevoir un appel de secours codé. Emergency Locator Transmission, ou ELT, émanant du vol United 175 qui venait de se faire détourner. New York Control, ici 5 à 3. Roger, 5 à 3, je vous reçois. Je viens de capter un ELT sur 121,5. Ça a été très court et puis ça s'est coupé. Je sais, ils disent que c'est confirmé, mais il faut qu'on vérifie la chose. On n'est pas encore certain. Alors pour l'instant, on essaie de trouver un autre appareil qui pourrait nous donner son altitude. Compris, New York Control. Le contrôleur suit la procédure en utilisant le mot « chose » au lieu de parler de détournement. Et il dirige maintenant tous les autres appareils hors des routes suivies par les vols American 11 et United 175. Tu pourrais dévier le Delta 24-23 légèrement sur la droite. Ils risquent de croiser un Eagle. Et ils vont envoyer un 310 jeter un coup d'œil à American 11 et voir quelle est son altitude. Tu le montes au niveau 290 et tu empêches le Delta 14-89 de le croiser. Le vol 11 se dirige maintenant précisément vers le sud de Manhattan. Avec la descente brutale, la vitesse de l'appareil s'est considérablement accrue. Quand l'heure zéro approche, accueillez la mort avec enthousiasme. Pour l'amour de Dieu. Ne jamais oublier Dieu. Alors que votre vie s'achève, priez quelques secondes avant de toucher la cible. Que vos dernières paroles soient « Il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète ». Après cela, nous nous retrouverons tous au plus haut du paradis. Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'un seul coup, elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je ne sais pas si elle s'adressait à Betty ou si elle pensait tout haut. L'appareil a été totalement dérouté. Je lui ai demandé de jeter un œil par le hublot. C'était très peu de temps avant la fin de notre conversation. Elle a dit « Je vois de l'eau et je vois qu'on vole beaucoup trop bas. Je vois des buildings, je vois des tas de buildings. » Alors là, je vois de l'eau. Je vois des buildings. Je vois des tas de buildings. On vole bas. On vole beaucoup trop bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, j'en sais rien. Moi, je crois qu'on doit... What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? I think we might have lost her. Le crash du vol 11 engendra une suite d'événements qui influent encore sur le monde d'aujourd'hui. Dans l'agitation qui s'en est suivie, le calme et l'efficacité des hôtesses n'ont pas été suffisamment reconnus. Mais avec le recul, il est évident qu'elles ont fait preuve d'un courage exemplaire. Ce que ma femme et Betty Young et le reste de l'équipage ont fait ce jour-là est véritablement incroyable. Quand on évoque les héros de ce jour, on oublie qu'il y en avait aussi dans les airs, et ces héros étaient les personnels de cabine. J'espère que les gens se rendent compte que les hôtesses et les stewards ne sont pas là que pour servir des repas. Leur action va beaucoup plus loin. Il faut faire face à la perte personnelle. Et je ne sais pas vraiment comment décrire cette sensation. John et moi, nous étions mariés depuis presque 18 ans
Nous avons eu 3 enfants ensemble, un foyer et une vie qu'on partageait. Et d'un seul coup, le monde a complètement changé. Nous avons la chance d'être encore là et d'apprécier la vie. Mais si quoi que ce soit survenait, qui risquerait de nous enlever ce qui nous reste, nous nous accrocherions de toutes nos forces à ce bout de bonheur que John n'aura jamais la possibilité de vivre. Je crois que ce n'est vraiment pas juste pour ma femme, ni pour tous ceux qui sont morts. Normalement, on est censé mourir vieux, après s'être marié. En ce qui nous concerne, nous devions avoir un enfant. En une fraction de seconde, tout a basculé. Et pour moi, la vie a changé du tout au tout. Je sais qu'un jour, pourtant, je la reverrai, et c'est la seule chose qui me réconforte. Voilà, c'était le 11 septembre à bord du premier vol. Je vous propose maintenant de revivre comment l'Amérique a vécu cette tragédie du 11 septembre, comment elle l'a appris, à commencer par le premier des Américains, le président George Bush. Il est 9h moins le quart, le 11 septembre 2001, lorsque le vol 11, piloté par Mohamed Atta, vient percuter la première tour du World Trade Center. À ce moment-là, George Bush est en Floride, dans la ville de Sarasota, à 1400 km au sud de Washington. Il est en route pour une école. Il est prévenu par téléphone. Personne n'imagine alors qu'il s'agit d'un attentat. Ma première réaction est de penser à un accident tragique. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir un attentat aussi terrible sur le territoire américain. Pour moi, c'était impossible. Ce photographe va très vite comprendre qu'il se trompe. Alors que la première tour est en feu depuis 18 minutes, le monde entier assiste en direct à la télévision à la deuxième attaque qui vise cette fois la deuxième tour. Another plane just hit. Right, oh my God, another plane has just hit. These planes were hijacked and that the crashes may have been the result of the towers in the twin trade towers are now on fire. We said both planes were hijacked and were flown intentionally on a suicide mission into the World Trade Centers. Again, it has not been confirmed by the White House. À la Maison-Blanche, Dick Cheney, le vice-président, assiste à la catastrophe devant la télévision. Cette fois, il a compris. Lorsque j'ai vu le deuxième avion, là, je me suis dit que c'était un attentat terroriste. À ce moment-là, j'ai appelé le directeur de cabinet du président pour lui annoncer la nouvelle et j'ai dit qu'il fallait absolument que je parle au président. Mais George Bush n'est pas joignable, car il se trouve dans une salle de classe en Floride avec une institutrice et ses élèves. C'est alors que son directeur de cabinet fait irruption dans la pièce pour lui transmettre le message urgent de Dick Cheney. Voici précisément ce qu'il lui chuchote à l'oreille. Il a dit, Monsieur le Président, un deuxième avion a frappé le World Trade Center. L'Amérique est attaquée. Le visage de Bush est devenu livide. Quelques minutes plus tôt, il était souriant. Maintenant, il regarde dans le vide. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Désormais, George Bush le sait, l'Amérique est attaquée. Pour éviter d'effrayer les enfants, le président tente par tous les moyens de se contenir. Mais rien n'y fait. Il est sous le choc, désemparé, impuissant. Il ne fait plus du tout attention à ce qui se passe devant lui. Son regard se balade de droite à gauche comme s'il cherchait les membres de son équipe. Il était assis là, très mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, le président quitte la classe afin de s'entretenir par téléphone avec Dick Cheney, son vice-président.
Le président m'a appelé, à ce moment-là il était au courant et on a préparé ensemble un discours. On a décidé qu'il fallait annoncer qu'il s'agissait visiblement d'un acte terroriste. 5 minutes plus tard, retour dans la classe, George Bush va s'adresser au peuple américain. Mesdames et messieurs, c'est un moment difficile pour l'Amérique. Le président des États-Unis va confirmer officiellement ce que le monde entier redoutait. Aujourd'hui, nous vivons une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center. Il s'agit visiblement d'un acte terroriste contre notre pays. Au même moment, le maire de New York se dirige vers les tours pour tenter d'organiser les secours. Ce qu'il vit à ce moment-là restera à jamais gravé dans sa mémoire. En haut des gratte-ciel, les employés du World Trade Center sont prisonniers des flammes et ne veulent pas mourir dans le brasier. Et là, j'ai regardé en haut et j'ai vu des choses tomber. Je ne savais pas que je voyais des gens. Alors un policier m'a dit, continuez de regarder vers le haut pour éviter que ça ne vous tombe dessus. Il pensait à des débris. Et donc, j'ai regardé vers le sommet de la tour. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était en train de vivre quelque chose de fou. J'ai vu un homme. Il était, je crois, au 102e étage de la tour. Et je l'ai vu se jeter dans le vide, comme ça. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. « 9h45, un 3e appareil vient de s'écraser. Cette fois, c'est le Pentagone, le ministère américain de la Défense, qui est visé. « 9h50, la première tour du World Trade Center s'effondre. Quelques minutes plus tard, un 4e appareil, là encore détourné par les terroristes, s'écrase en Pennsylvanie. Le cauchemar n'est pas terminé, car maintenant, c'est la 2e tour du World Trade Center qui s'écroule. S'ensuit des scènes d'apocalypse. Même un cinéaste n'aurait jamais imaginé un tel scénario catastrophe. En quelques minutes, le World Trade Center est rayé de la carte. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3000 victimes.